22h sur nos ondes, bienvenue à vous dans ce journal. Au centre hospitalier régional de Ziguinchor, la température est montée d'un cran. Le directeur du centre bloqué pendant plusieurs heures dans son bureau. Des travailleurs qui ont tenu un sit-in et réclament de meilleures conditions de travail. Le directeur réplique et parle de rupture de communication et de problématiques de production de recettes dans un contexte marqué par la pandémie. Et puis le front multilutte Doina étale ses vérités. Trop de mots. Le Sénégal va vers une désobéissance civile. La priorité du gouvernement ne doit pas être la suppression des villes, mais la suppression de la mafia foncière. L'actualité nous amènera également au Burkina, où la fin de la 7e législature et celle de la 2e session de l'Assemblée nationale consacrée au budget sont annoncées par le président de l'Assemblée nationale. Les députés burkinabés nouvellement élus seront officiellement installés le lundi 28 décembre prochain. Une correspondance de notre correspondant Mathieu Somda à suivre dans ce journal en sport. Tonguet FC a été tenu en échec par le Raja de Casablanca à 0 but partout. L'analyse d'Abdoulaye Thiam à suivre également. Sud Nuit. Merci de nous choisir pour vous informer. Remous au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le directeur a été bloqué pendant plusieurs heures dans son bureau par les travailleurs qui ont tenu un sit-in devant sa porte. Le personnel de la structure réclame de meilleures conditions de travail et le paiement des salaires à date échue. Ben Michel Confoudi. Le directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor est resté coincé dans son bureau pendant plusieurs tours d'horloge. La porte a été bloquée par des travailleurs ivres de colère. Bon, on a séquestré le directeur tout bonnement parce que le directeur s'apprêtait à aller fêter tout bonnement en famille et laisser d'honnêtes pères et mères de famille sans dessus-dessous par rapport aux fêtes qui arrivent. On est prêt à aller à dormir au commissariat ou bien à la gendarmerie aujourd'hui. Si la présidente de l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor refuse de parler de séquestration, le docteur Ndiamassaro est tout de même resté ferme sur les revendications non sans dénoncer les mauvaises conditions de travail au sein de la structure hospitalière. Personne ne l'a séquestré. On lui dit de régler nos problèmes. Sinon, on est là avec lui jusqu'à demain, après-demain, une semaine, un mois. S'il n'est pas prêt à réagir, nous sommes prêts à rester ici. Il ne bouge pas, nous ne bougeons pas. S'il est incapable, il n'a qu'à le dire et demander à ses supérieurs d'envoyer quelqu'un de capable de régler notre problème et la situation qui sévit actuellement dans l'hôpital qui a déjà agonisé. L'hôpital est plus malade même que les malades. C'est un gros dispensaire. Le personnel du balayeur jusqu'au niveau du médecin, tout le monde est frustré. Personne ne se sent dans ce qu'il fait. Pourtant, il a une belle image d'or. Mais nous souffrons. Nous souffrons terriblement et il faut qu'il le comprenne. S'il n'a pas compris aujourd'hui, il ne comprendra jamais. Après cet acte fort qui a duré plusieurs tours d'horloge, les travailleurs ont levé le blocus tout en promettant d'autres actions plus hardies si la situation n'évolue pas à l'hôpital régional. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Et Ben Michel Confoudi, le directeur de la dite structure hospitalière, parle de rupture de communication et annonce la réplique. Et quand il n'y a pas de production de recettes, il ne peut y avoir d'indemnité. Le prétexte évoqué, la pandémie. Et c'est bien la première fois que l'entreprise se trouve dans une pareille situation. Écoutons Martial Colli, le directeur de la structure hospitalière, au micro de Ben Michel Confoudi. Quand on parle de rupture de communication, ça pose un problème parce que à tout moment, on tient des réunions au niveau de l'hôpital et quand il y a des activités, on les convoque pour que les réunions puissent se tenir. Mes axes prioritaires étaient fondés sur la communication. Je ne peux pas déroger à l'un de ces axes prioritaires. Et personne n'est jamais venu dans mon bureau sans que je le reçoive. Maintenant, en ce qui concerne les indemnités, je crois que j'ai eu à le leur dire, quand il n'y a pas de production de recettes, il va y avoir d'indemnités. Et nous savons tous que la situation actuelle de l'hôpital, en rapport avec la pandémie, nous avons connu une diminution des recettes. Hier, en réunion, l'un des premiers points qu'ils m'ont posé, c'est le paiement de leur salaire au plus tard le 8 et le paiement des motivations au plus tard le 15. Je leur ai dit, si l'argent est là, ça ne nous pose aucun problème qu'on paye et salaire et prime. Mais s'il n'y a pas d'argent, je ne peux pas faire autrement. Notre rôle, c'est d'informer la tutelle quand il y a une insuffisance de spécialité. La tutelle a été informée. La tutelle est en train de prendre les dispositions. Je pense qu'il y a la première chose qu'il faut faire, il faut être présent à l'hôpital et travailler. Maintenant, par rapport à cette unité de production, aujourd'hui, le départ, c'était de faire en sorte que
le retour d'investissement puisse aider à payer l'unité de production d'oxygène. Mais aujourd'hui, compte tenu de la tension de trésorerie de la situation financière, le conseil départemental par ses partenaires vont accompagner par rapport au paiement de cette unité de production d'oxygène. Selon le Front Multilutte Doïna, le Sénégal va vers une désobéissance civile. La priorité du gouvernement du Sénégal ne doit pas être la suppression des villes, mais la suppression de la mafia foncière. La véritable question qui s'impose, comment empêcher la démolition des maisons? L'existence des villes n'a jusque-là posé aucun problème aux Sénégalais. Le Front Multilutte Doïna est accompagné de l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, ont fait face à la presse. Compte rendu signé Ismaël Marcel Colli. Pour le Front Multilutte Doïna, la priorité du gouvernement du Sénégal en cette période de crise sanitaire et économique ne doit pas être la suppression des villes, mais plutôt la suppression de la mafia foncière, nous dit Guy Marius Sagna, membre du Front Multilutte Doïna. La priorité, ce n'est pas la suppression des villes, mais c'est la suppression de la mafia foncière. C'est d'arrêter les bandits et les délinquants fonciers. La priorité, c'est comment empêcher les démolitions de maisons? Comment ramener dans des maisons ceux et celles de nos compatriotes victimes de démolitions de maisons, comme à Tivaouane Peulh, comme à Niakhirat, comme à Kounoune, comme à Kahone Extension? Comment redonner la terre aux paysans, aux éleveurs, partout au Sénégal? Mais l'existence des villes n'a créé aucun problème pour les citoyens sénégalais. Ce qui pose aujourd'hui un problème aux citoyens sénégalais, c'est la spoliation foncière, les démolitions de maisons, les violations des travailleurs, l'accaparement des forages, les recrutements clientélistes, les violations des droits des travailleurs. Venu répondre à l'invitation du Front Multilutte Doïna, Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, dira que le combat que mène le Front est un combat noble que tout parti politique doit mener. Réaffirmer mon soutien aux luttes qu'il mène, aux combats qu'il mène, et qui sont des combats d'intérêt national. Parce que des combats qui portent sur des revendications par rapport à des injustices dont certains de nos compatriotes sont victimes. Ce combat, pour moi, est un combat noble que tout parti politique doit mener, que tout acteur politique doit mener. Pour le Front Multilutte Doïna, nous allons vers une désobéissance civile si nous n'y prenons pas garde. Si nous n'y prenons pas garde, nous allons vers une désobéissance civile dans ce pays-là. Nous allons vers la désobéissance civile parce que vous ne pouvez pas maintenir des citoyens sénégalais dans la spoliation foncière, dans le recrutement clientéliste, dans le chômage, dans l'accaparement de leurs forages, dans l'accaparement de leurs terres, dans la démolition de leurs maisons. Pour rappel, le Front Multilutte Doïna a été créé au mois de juin dernier avec comme objectif rendre plus visibles et audibles les différents problèmes auxquels les différentes organisations membres du Front Multilutte sont confrontées. Le président Macky Sall n'a pas besoin d'une nouvelle loi d'habilitation. Il a déjà suffisamment de pouvoir entre ses mains. L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar estime que l'Assemblée nationale doit jouer son rôle dans une démocratie et ne pas transférer son pouvoir législatif à l'exécutif. Écoutons Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, au micro de Ismaël Marcel Colli. La première loi d'habilitation pour moi était même excessive. Il y avait des domaines qui ont été inclus dans cette loi et qui, de mon point de vue, n'était pas nécessaire. Ma position d'hier reste celle d'aujourd'hui. À mon avis, le président n'a pas besoin de confiner l'Assemblée nationale sous prétexte de lutter contre la Covid. On connaît des pays autres que le Sénégal, on rencontre le même problème, malgré tout les institutions continuent à fonctionner. D'autant plus que le président dispose d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, il ne rencontrera aucune difficulté à faire passer ces lois. Pour moi, vraiment, donner au président de la République une loi qui l'habilite à se substituer de l'Assemblée nationale pour agir, de mon point de vue, c'est antidémocratique et c'est un recul qui, de mon point de vue, doit être combattu. Parce que quand même le Sénégal fonctionne à des institutions, des pouvoirs séparés. De mon point de vue, chaque institution doit remplir sa mission constitutionnelle et sans limite à là. Si le président maintenant, devant des difficultés, juge utile d'élaborer un projet de loi, de mon point de vue, l'Assemblée nationale ne s'y opposera pas. Donc, par conséquent, toute idée d'une loi qui l'habilite à agir comme bon lui semble, de mon point de vue, serait un recul démocratique. À la limite, on peut considérer ça comme un coup d'État à ce niveau-là. Tant qu'il y aura des colères, il y aura des manifestations de colère. L'intelligence, l'ingéniosité pour un pouvoir, c'est de trouver des réponses aux problèmes de ça et non à réprimer ceux qui luttent. Ça ne sert absolument à rien.
Le Sénégal peine toujours à évoluer les indices dans plusieurs domaines, surtout ceux liés à l'environnement. La collecte des données pose problème. Toutefois, selon l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique, d'autres secteurs qui étaient très en retard ont excellé dans le recueillement des statistiques, une situation qui pourrait faciliter l'atteinte des 17 objectifs du développement durable fixés pour l'horizon 2030. Abdou Diouf, directeur national de la statistique et de l'analyse économique, est au micro de Josette Kali. Pour ce qui est du cas spécifique du Sénégal, on peut dire que le niveau de collecte est relativement correct. Néanmoins, nous avons quelques contraintes qu'on peut considérer comme dans tout pays en voie de développement. Généralement, les contraintes dans la collecte de données relatives aux EDD portent sur des indicateurs qu'on n'a pas d'ordinaire l'habitude de suivre. Ce sont les indicateurs qui portent de façon régulière sur la gouvernance. C'est des indicateurs également qui portent de façon régulière sur la sécurité, entre autres. Mais nous avons également des points sur lesquels nous avons en tout cas une collecte de données régulière. Et pour cela, les indicateurs sont renseignés de façon très régulière. Oui, disons que c'est un objectif qui est au niveau mondial. Et chaque pays s'efforce à travers des politiques publiques mises en œuvre. Pour ce qui est du Sénégal, le référentiel, c'est le plan Sénégal émergent. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics, en tout cas, mettent en œuvre un ensemble de politiques publiques donc, pour permettre d'atteindre ces résultats à l'horizon 2030. À Saint-Louis, une polémique s'est installée chez les populations au lendemain du lancement du GIE Diapalendaoui par le maire Amadou Mansour Faye. Beaucoup d'entre elles soupçonnent des relents politiques, des allégations balayées par les responsables de ce GIE. Selon eux, l'initiative est portée par des citoyens saint-louisiens sans aucune coloration politique et qui, de plus, s'engagent à combattre le chômage des jeunes et l'immigration irrégulière. Les détails avec Yves Tandeng. Les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés ces derniers temps les jeunes de ce pays, en particulier ceux de Saint-Louis, ne laissent pas du tout indifférents les fils et filles de Saint-Louis qui ont initié de manière citoyenne ce GIE, dénommé GIE Diapalendaoui. Un GIE dont la présidence fut confiée aux responsables politiques de la langue de Barbarie, en l'occurrence Babacar Gaye. Nous avons constaté le problème d'emploi. Nous avons constaté le départ des jeunes, des citoyens et des citoyennes saint-louisiens se sont réunis pour mettre en place une structure qui va accompagner, financer les jeunes, toute obédience confondue, tout parti politique confondu. À peine lancé, voilà que des velléités commencent déjà à se faire signaler par rapport à cette initiative, mais le président du GIE se veut clair là-dessus. Le GIE n'a ni race, ni couleur de peau, ni origine. Ces fonds sont destinés à toute la jeunesse du département de Saint-Louis. S'il y a des velléités, s'il y a des voix qui se sont levées, qu'on me pardonne l'expression, mais ces personnes-là sont de très mauvaise foi parce que depuis le lancement du GIE, nous avons eu un retour largement positif des jeunes garçons et des jeunes filles de Saint-Louis qui nous demandent comment ils vont faire pour déposer et pour entrer dans le système. Il révèle également noter déjà un certain engouement chez la plupart des jeunes, chose qui le rassure davantage. Nous avons constaté des jeunes aller à la BNDE pour acheter des actions, si je peux m'exprimer ainsi, allant dans le sens de montrer leur engouement et leur participation dans ce projet. Je le rappelle, composé par Mansour Faye, par d'autres personnalités de la vie. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Yves Tandeng, lutte contre l'immigration clandestine. Le ministère de la formation professionnelle annonce la création d'1 million d'emplois d'ici l'année 2024 au Sénégal avec la construction de centres de formation dans les 45 départements du pays. Dame Diop a participé à la 21e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social. Le thème de cette session porte sur les voies et moyens de promouvoir l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal avec un regard croisé sur l'immigration clandestine. Moustapha 1 million d'emplois créés d'ici 2024 au Sénégal, selon le ministre de la Formation professionnelle, qui annonce la construction de centres de formation dans les 45 départements du pays. Dame Diop. L'élargissement de la carte des centres de formation professionnelle favorise davantage le renforcement de l'employabilité
des jeunes. En effet, de 87 centres de formation en 2012, le nombre de centres de formation est passé à 120 en 2019 et il est également prévu un centre de formation par département, soit 45 centres de formation dans tout le territoire sénégalais. Créer 1 million d'emplois d'ici 2024 nécessite une rationalisation, une responsabilité et une efficience de toutes les actions relativement à l'emploi et à la formation professionnelle. Le ministre était à la 21e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social avec la participation d'une quarantaine de jeunes. Innocence Tap Ndiaye est la présidente du HCDS. Réfléchir sur les voies susceptibles de promouvoir de manière durable l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes dans notre pays. Nous y avons convié 40 responsables jeunes des centrales syndicales de travailleurs, ainsi que les représentants des ministères et des structures impliquées dans la prise en charge de ces questions. Le modus operandi a consisté à permettre à ces jeunes de se familiariser avec les opportunités offertes, d'éprouver les approches adoptées et d'apprécier les résultats obtenus par ces différentes structures, ainsi que les dispositions régissant le stage et la convention État-employeur. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de notre plan d'activité 2020. Le Haut Conseil du dialogue social a, dans le plan d'action adossé au pacte de stabilité et d'émergence économique, une obligation de former 300 partenaires sociaux. La promotion de l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal était au menu des débats avec un regard croisé sur le phénomène de l'immigration clandestine. Moustapha Salembour, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Direction le Burkina, où les députés burkinabés nouvellement élus seront installés le lundi 28 décembre prochain. Cette installation a été annoncée ce mardi 22 décembre au cours de la cérémonie marquant la clôture de la deuxième session de l'Assemblée nationale et la fin de la 7e législature. Le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Mathieu Somda. C'est le dernier coup de marteau de la 7e législature donné par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé. La particularité du moment auquel nous assistons commande que nous lui consacrons tous les égards et tous les regards dus à sa singularité par un discours de rétrospection et de projection. S'il m'était demandé de me prononcer sur le bilan de ces 5 années de cheminement, je dirais tout simplement que c'est avec un sentiment de légitime fierté que nous avons mené ce cycle législatif à son terme. La séance de ce mardi marque aussi la fin de la deuxième session de l'Assemblée nationale consacrée au budget. Il y a un temps pour chaque chose, rappelle le président Alassane Balassa Kandé qui a parachevé le mandat de son prédécesseur décédé en août 2017. C'est l'occasion pour moi, à qui vous avez fait l'insigne honneur de confier la présidence de l'Assemblée nationale durant ces 3 dernières années, de vous exprimer toute ma gratitude pour cette marque de confiance et de sympathie. Avant de poursuivre mon propos, qu'il me soit permis d'évoquer ici la mémoire de mon prédécesseur. J'ai nommé le docteur Salifou Diallo, qui, malgré la brièveté de sa présidence, a su apporter à notre institution ce supplément de dynamisme, d'efficacité et de crédibilité. Les députés élus à l'issue des élections législatives du 22 novembre dernier seront installés le lundi 28 décembre prochain. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Merci à vous, Mathieu Somda. Restons toujours au Burkina, où les candidats malheureux de l'élection présidentielle au Burkina reconnaissent enfin la victoire du président réélu Roch Christian Kaboré. Les présidents de 3 partis politiques, dont celui du CDP, étaient ce mardi au siège du MPP pour saluer le nouveau président. Un peu de sport avant de boucler ce journal. Teungueth FC a été tenu en échec par le Raja Casablanca, 0 but partout au stade Lat Dior de Thiès et dans le cadre du 2e tour de la Ligue africaine des champions. Suivant l'analyse d'Abdoulaye Thiam après le match, il est interrogé par Amaniaï. Pas du tout rassurant, on a l'habitude de dire qu'on préfère un 0-0 un but partout, mais c'est la prestation moi de Teungueth Football Club qui m'a un tout petit peu inquiété. Pour qui connaît quand même souvent le Raja de Casablanca, c'est une équipe
qui a été fondée en 1949. C'est une véritable épouvantail au niveau africain. C'est un ogre même, compte tenu de son palmarès et tout. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, je sais que les Marocains ils n'ont pas joué. Les Sénégalais avaient des problèmes de rythme, parce que même un championnat qui a été arrêté depuis plusieurs mois ne peut pas ne pas se ressentir sur les jambes des joueurs. Malheureusement, on n'a pas pu gagner cette rencontre-là. Ça va être extrêmement difficile à partir de l'année prochaine de remporter une victoire au Maroc. Vous l'avez dit, le match retour entre le 5 et le 6 janvier. Les Sénégalais sont très minces pour qui connaît bien sûr le football marocain, mais pour qui connaît aussi l'organisation de ce club-là, qui n'est pas en des moindres, parce que quand vous parlez du Maroc, il faut parler effectivement de Raja, il faut parler de Wydad Athletic Club. Le Raja, tout le monde le connaît depuis 1998. Je crois que les Sénégalais se souviennent encore de cette finale contre la gendarmerie de Dakar de Omar Seck. Mais compte tenu de leur parcours, des joueurs dont ils disposent, il n'y a pas que des Marocains qui évoluent dans cette équipe-là. Ils ont l'habitude de faire des emplettes un peu partout en Afrique. Moi, ça m'étonnerait véritablement que celui qui a pas. Mais si ça venait à arriver aussi, ce serait pour tout bénéfice. Toujours est-il encore Tigre Football Club reste encore une carte à jouer. On ne pouvait jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais quand il du premier tour, si jamais il ne réussit pas sur l'obstacle marocain, il va falloir qu'il retrousse les manches pour quand ils seront reversés dans la Coupe de la Confédération, pour qu'ils puissent au moins quand même atteindre les phases de poule. Voilà, à 22h23, place à la rubrique Info Santé avec Marie-Rosalie Diaye. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Pour améliorer l'accès aux services de planification familiale et préserver la santé mère-enfant, les maires et députés sont invités à envisager un budget pour la santé de la reproduction. La Direction générale de la planification et des politiques économiques a organisé hier un atelier sur la budgétisation sensible à la santé de la reproduction et à la planification familiale. Hassan Diaye, directeur du développement du capital humain au niveau de la DGPPE, au micro de Khadisen. On a invité un certain nombre d'acteurs, à savoir les députés, les élus locaux, la société civile et les ministères sectoriels pour au moins les outiller sur la budgétisation sensible en matière de dessert et de planification familiale. Ce que ça représente, c'est qu'au moins avec cette budgétisation, les gens vont à leur niveau, au niveau national, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, les gens puissent, une fois outillés, puissent prendre en charge au sein de leur budget le secteur santé, de la reproduction et PF. On s'est dit que bon, pour la santé, la planification familiale, bon, généralement les gens pensent que planification familiale, c'est limitation des naissances. Malheureusement, c'est pas ça. Nous, on va parler plutôt d'espacement des naissances pour permettre à la femme d'être en bonne santé, l'enfant aussi d'être en bonne santé, pour que par la suite on ait une bonne éducation et à partir de cette bonne éducation, on puisse avoir dans le futur une main-d'œuvre qualifiée. Tout ça collabore pour la capture du dividende démographique. Pour les chiffres, exactement, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je sais qu'au sortir de cet atelier, avec nos experts qui nous accompagnent, à savoir l'Université de Thiès, CREFAT et CREC, on va pouvoir donner des chiffres. Le ministre de la Santé et le comité de gestion des épidémies ont lancé hier l'acte 2 de la riposte contre le coronavirus, une deuxième vague dont la virulence du virus et la multiplication des infections inquiètent. Face à cette nouvelle situation, des stratégies de prévention seront élaborées pour un combat de tous, selon Abdoulaye Diouf Sarr. Dans ce même sillage, les comités techniques d'établissement vont redémarrer dans tout le pays. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.
Aïssatou Gueiba. Au centre hospitalier régional de Ziguinchor, la température est montée d'un cran. Le directeur du centre bloqué pendant plusieurs heures dans son bureau. Des travailleurs qui ont tenu un sit-in et réclament de meilleures conditions de travail. Le directeur réplique et parle de rupture de communication et de problématiques de production de recettes dans un contexte marqué par la pandémie. Et puis le front multilutte Doina étale ses vérités. Trop de mots. Le Sénégal va vers une désobéissance civile. La priorité du gouvernement ne doit pas être à la suppression des villes, mais la suppression de la mafia foncière. L'actualité nous a également amené au Burkina, où la fin de la 7e législature et celle de la 2e session de l'Assemblée nationale consacrée au budget sont annoncées par le président de l'Assemblée nationale. Les députés burkinabés nouvellement élus seront officiellement installés le lundi 28 décembre prochain. En sport, Tongaï FC a été tenu en échec par le Raja de Casablanca. 0 but partout. Vous avez suivi l'analyse d'Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS, dans ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye Dieye qui en a assuré la mise en onde. Je vous donne rendez-vous à 0h pour le prochain bulletin d'information en français et en wolof, bien entendu. Restez sur nos ondes. Dans un instant, la rubrique Sud Éducation avec Mariem et Aïda, tout juste après la rediffusion de l'émission Rétrosport avec Elash Pabiang et Elash Malik Diaye.